on a vu l'algèbre relationnelle. D'abord, on va voir un petit peu comment implémenter ça en langage pratique. On a le langage pur, un langage mathématique pur. Et après, on va traduire tout ce qu'on a essayé d'établir comme logique le langage mathématique, le langage de l'algèbre relationnelle, les différents opérateurs. Maintenant, on va essayer de les implémenter dans un langage pratique tel que le langage SQL. Alors, je rappelle juste, l'architecture des systèmes d'information. Maintenant, on va l'appliquer au système gestion base de données. Donc, on trouve le processeur d'information qui se transforme en système gestion base de données et la base d'information qui se transforme en base de données. Donc là, l'utilisateur communique avec le système gestion base de données, c'est-à-dire le seul système qui est capable à interagir avec l'extérieur, c'est le système gestion base de données. Il y a l'application qui exploite la base de données. On n'a pas un accès direct. Ça constitue un élément de sécurité, les donc c'est très important d'avoir ce contrôle à travers le système gestion base de données. Donc, on a besoin, toutes les exploitations nécessitent de passer par un langage d'interrogation. Alors, même l'administration, les créations des éléments, les manipulations, les modifications, tous ces éléments, donc, passent par le langage d'interrogation. Donc, le langage d'interrogation, il doit être un langage de définition de données, LDD. Il doit être un langage de manipulation de données, LMD. Un langage de contrôle de données, un LCD. Alors, de contrôle et un langage qui permet justement de gérer le mécanisme transactionnel. La prise en charge du mécanisme transactionnel. Alors, là, on va s'intéresser maintenant à cet aspect-là. On va revenir après l'aspect définition de données et aspect contrôle de données. Donc, on va s'intéresser à la manipulation de données. Alors, Mekengol LDD, donc là, on agit sur le schéma. La base de données, elle a deux aspects. On a l'aspect statique et on a l'aspect dynamique. Alors, pour l'aspect statique, donc, elle est constituée par, justement, la structuration de la base de données, structuration des tables, etc. Donc, ça traite avec le schéma. On modifie le schéma, on supprime un schéma, on crée un schéma, etc. Alors, pour le LMD, c'est un contexte qui touche l'instance, l'aspect dynamique de la base de données. Dans l'instance, on voit le contenu. Si vous voyez un petit peu la vision tabulaire, les enregistrements, les lignes. Donc, c'est les éléments qui sont concernés par ce contexte LMD, c'est-à-dire le contexte de manipulation de données. Donc, là, on crée des lignes, on crée des enregistrements, on supprime des enregistrements, on modifie des enregistrements, les enregistrements en ligne-play. Donc, là, je préfère utiliser le lexique donc, des bases de données qui appellent ça comme ligne-play. Donc là, il agit sur l'instance, il agit sur le contenu. Alors, le contrôle de données, donc, il contrôle l'accès des utilisateurs aux différents objets. Il contrôle aussi l'accès, donc, le contrôle objet, le contrôle système. Il contrôle aussi ce que vous pouvez faire comme modification ou la manipulation en général sur les données, etc. TCS, donc là, c'est un contexte que je vais expliquer après. Donc là, il y a un mot qui est nouveau pour vous et qui est très important dans le domaine des bases de données, c'est ce qu'on appelle une transaction. Une transaction commerciale, une transaction bancaire. Dans le domaine des bases de données, on a aussi notre propre transaction que je vais expliquer tout de suite parce que je connais comme de l'ensemble. Donc, une transaction, ça commence toujours par un début. Alors, quel que soit le type de transaction, alors, modification, suppression, ajout, c'est des éléments, les fihom, des écritures et des lectures. Read-write. Des éléments d'écriture et de lecture. Modifier, je lis d'abord ce qui existe, je modifie et j'écris ce qui va être modifié. Donc, l'IMAC est une des opérations de lecture et d'écriture. Sur quoi? Sur un bloc de données.
Donc, on a le système de gestion de base de données, vous définissez la taille et le concept du bloc de données. Donc là, ça se définit à travers le système de gestion de base de données. Alors, après l'exécution des opérations d'écriture et de lecture, il y a bien sûr un test ou une question, une condition. Alors, si vous voulez valider, c'est oui. Donc, le système valide la transaction. Donc, c'est une transaction validée. Si vous ne voulez pas, donc c'est oui. Si vous ne voulez pas valider, non. Donc là, il annule la transaction. Il annule tout ce qui vient d'être modifié ou changé. Donc la transaction, quel que soit le type, une modification. Une modification, donc je lis l'ancien bloc, je remplace l'ancien bloc, ou là je calcule, ou là j'effectue une modification. Par exemple, je dois ajouter, par exemple, un salaire, par exemple, modifier un salaire qui doit être augmenté par exemple, une certaine somme. Donc, automatiquement, je vais lire l'ancien salaire, je vais ajouter la somme qui doit être ajoutée, et je vais écrire encore une fois. Donc, on a l'hsab du système de gestion base de données, les éléments, les anciens éléments, on les garde dans certaines structures. Par exemple, Oracle, on appelle ça des segments rollback. Donc, on les garde dans certaines structures. Si on annule, comme ça, si on annule, on revient à ces structures-là et on établit l'ancien état. C'est pour ça qu'on appelle une transaction. Il y a une certaine organisation dans le travail. D'accord? Donc, une modification, bien sûr, et c'est vu, justement, aide le schéma. Donc, que ce soit modification, ajout, suppression, donc tous ces éléments-là, ils vont passer par ce schéma-là. Donc, on a une transaction. Maintenant, au niveau base de données, la transaction, c'est ça. Mais dans les autres contextes, par exemple, les contextes bancaires, commerciaux, etc., ils ont aussi leur propre schéma, leur propre explication, etc. C'est clair pour tout le monde. Donc, n'importe quelle transaction, il doit passer par ça. Alors, c'est pour ça, on oblige, on exige du langage d'interrogation qui soit aussi un langage qui prend en considération le mécanisme transactionnel. Alors, quand je dis mécanisme transactionnel, donc là, c'est clair, et il faut savoir quelle est l'instruction qui permet de valider, quelle est l'instruction qui permet, par exemple, d'annuler et de revenir à un état, etc. Donc, là, ça se comprend bien comment un langage peut prendre en charge le mécanisme transactionnel. Alors, en l'occurrence, le langage qu'on va utiliser s'appelle SQL. Mais bon, les contextes historiques, moi, j'aime pas revenir un petit peu en arrière, mais rapidement, je vous rappelle qu'on a abouti à ce langage après maintes tentatives. Après des tentatives, on a utilisé le CAL, le SQL, le QBE aussi. Donc, le QBE existe encore au niveau d'Access, si vous utilisez Access. Donc, comme la requête, vous pouvez la passer en mode SQL ou vous la passez en mode graphique. Donc, avec le mode graphique, Access, c'est l'ancien QBE. Donc, c'est un autre langage. Donc, le langage qu'on va utiliser, le langage pratique que le comprend justement l'ordinateur, c'est justement le langage SQL. Alors, c'est un langage de requête, c'est un langage d'interrogation. Et ce langage, donc, on va commencer à étudier les divers aspects. Donc, c'est un langage donc, qui réalise aussi toutes les conditions d'un langage d'interrogation, c'est-à-dire c'est un langage de définition de données, c'est un langage de manipulation de données, c'est un langage de contrôle de données, et c'est un langage qui prend en charge le mécanisme transactionnel. Donc là, c'est vérifié. Et on va commencer par ce point, c'est-à-dire les manipulations de données. Alors, les manipulations de données, il y a une partie donc qui ne concerne pas les modifications, ni l'ajout, ni suppression, mais une partie qui concerne les consultations. Comment on arrive à consulter des données, récupérer des données. Là, on modifie rien, on n'ajoute rien, on supprime rien, mais juste on consulte, on récupère des données. Les questions qu'on a posées la dernière fois, c'était une question de récupération de données, c'était une question de consultation. Alors, pour le contexte LMD, ou surtout pour le contexte de récupération de données, il y a une structure de base. Alors, avant d'expliquer ces structures de base, au niveau langage SQL, on appelle, donc dans les autres langages, on appelle les éléments des instructions, mais au niveau SQL, on les appelle ordre, un ordre SQL. Donc, on a le mot, il faut s'habituer. Pourquoi on l'appelle ordre? Parce que c'est pas comme les autres langages, il suffit d'avoir une instruction pour exécuter une opération, mais là, vous devez avoir parfois plusieurs instructions. D'accord?
Donc, il y a un ensemble, il y a une brique. D'accord. Et la brique élémentaire utilisée pour les consultations, ça commence par SWF. S pour select, SFW, pardon, F pour le from, et le W pour le where. Alors, je vais vous dire que le W n'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire, il suffit d'avoir le select et le from, et ça permet de récupérer des éléments. D'accord? Alors, maintenant, on a deux environnements. Il y a un environnement de langage pratique et un environnement qu'on connaît bien, l'environnement du langage. Le langage qu'on vient de faire, c'est un langage, les opérateurs. Oui. L'algèbre relationnelle, très bien. Donc, on a l'algèbre relationnelle d'un côté, qui exprime bien la logique, et on a de l'autre côté le langage pratique, le langage SQL, c'est-à-dire le langage compris par la machine. Donc, là, vous allez voir que c'est très facile. Donc, on va faire la correspondance. Donc là, on a, donc, je vais mettre en vrac, on a la projection, on a le renommage, on a la sélection, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le produit cartésien, l'union et la différence. Alors, je vais vous dire que ce qu'on va mettre dans le select, tout ce qu'on a trouvé dans les projections. Donc, tout ce qu'on a trouvé dans les projections, on va les mettre dans la partie select. Alors, select, bien sûr, qu'est-ce qu'on a trouvé dans la partie projection? Ça permet de définir quoi? Des attributs, des colonnes. C'est-à-dire des colonnes sur lesquelles on projette le résultat final. Ou là, parfois, le résultat intermédiaire. D'accord? Donc là, select, on va sélectionner les colonnes qui vont apparaître dans le résultat final. D'accord? C'est clair? Donc tout ce qui est projection, on va le mettre dans le select. Maintenant, dans le from, donc from, à partir de. C'est-à-dire là, ça nécessite de définir les tables. Très bien. C'est-à-dire là, on va mettre les tables, les sources de données. Donc tout ce qui est source de données, on va le mettre ici. Soit on met des listes, une suite de listes, ou une liste de tables, table 1, virgule, table 2, virgule, table 3, d'accord? Ou, qu'est-ce qui peut me donner aussi des conditions? Non. Alors, quels sont les éléments qui peuvent représenter une source de données aussi? Les sources de données, soit c'est des tables, soit c'est des... Alors, je peux utiliser des tables. Donc, si je mets une liste de tables, ça veut dire que chaque table, elle est utilisée d'une façon individuelle. Si je veux les utiliser d'une façon un petit peu collective, combinée. Oui. Oui. Les unions, d'accord. Donc là, je peux le mettre dans le from. Oui. Quoi d'autre? Produit cartésien. D'accord? Donc ça permet de définir une table. Le produit cartésien, ça permet de définir une table. Quoi d'autre? La différence, qui dit l'union, dit la différence. L'opérateur composé, la jointure, on peut aussi le mettre dans le from. Donc tout ce qui constitue une source de données. D'accord? Alors dans le where, alors je l'interprète en français, where, quand, c'est-à-dire quand on a une condition qui te vérifie. Ça veut dire, chez l'opérateur qui héberge une condition. La sélection, très bien. Donc, toutes les sélections qu'on a, on va les mettre dans le where. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est-à-dire, je suis devant une requête de consultation, de recherche de données. Donc, automatiquement, après avoir dégagé ma logique à travers l'algèbre relationnelle, je peux interpréter, c'est-à-dire je fais que les correspondances, le langage SQL correspondant. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde?
Donc, on va essayer de revenir un petit peu à notre requête. La dernière requête qu'on a fait. Alors, on a dit le résultat final, R, est égal à la projection sur numéro titulaire, virgule, non titulaire, virgule solde, 2. Là où le solde est débiteur, 2. La table titulaire, jointure, bien sûr compte. Alors maintenant, si on écrit, ou si on essaie de faire les correspondances, le select, le from et le where. Alors dans le select, qu'est-ce que je vais mettre? Dans le select, qu'est-ce que je vais mettre? Tout ce qui est projection. Donc, les éléments vont apparaître dans la sélection. Numéro titulaire, nom titulaire et solde. Très bien. À partir de quoi? Les tables. Donc, les tables qui sont concernées. Alors là, j'ai plusieurs manières d'exprimer. Alors là, normalement, j'ai une jointure. D'accord? Donc là, titre compte. Là, on va expliquer chaque manière à part après, donc on va y revenir. Et le where, j'ai solde inférieur à 0. D'accord? Les tables, je les ai mis dans une liste, c'est-à-dire titulaire, la table du titulaire et table compte. Il n'y a rien qui prouve que le système doit passer par une jointure. Donc pour ajouter la jointure, qu'est-ce qu'on a dit? La jointure, elle est caractérisée par quoi? La constitution, la composition de la jointure. On avait une sélection. La sélection avait une condition de jointure. D'accord? Alors, là, la première solution, c'est d'ajouter. Donc, l'écriture, par exemple, la conjonction qu'on avait au niveau algèbre relationnel va se transformer en AND. Alors, la disjonction en OR. Alors, le complémentaire, donc ça va se transformer en NOT. Donc là, la première condition, AND, la deuxième condition. Alors, la condition qui lie, c'est-à-dire là, numéro titulaire de la table, de la première table, est égal à titulaire de la deuxième table. Donc là, il faut revenir au schéma. On a défini deux noms différents pour la même chose, c'est-à-dire pour indiquer la même chose. Titulaire dans la première table et numéro titulaire dans la deuxième table. Donc ça constitue ce qu'on appelle la condition de jointure. Est-ce que c'est clair? Tout ce qui est condition, il faut les mettre dans le where. Il ne faut pas les mettre ni dans le from, ni dans le select. Donc, comme ça, on arrive à écrire une requête qui répond à la question, c'est-à-dire comme ça, j'aurai tous les comptes débiteurs. Donc, tous les comptes qui ont un solde inférieur à 0. Donc, pour la jointure, ça, c'est une solution. La deuxième solution, c'est de passer par une instruction qui exprime la jointure ici. C'est-à-dire, au lieu d'avoir ça c'est la première proposition. La deuxième proposition, je vais commencer par le from. Alors, le select, donc, ne change pas, d'accord? Mais dans le from, donc, je vais mettre titulaire, join, compte. Alors, tous les jointures commencent par ça. Alors, ma jointure, c'est une jointure d'égalité. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Dans le cas où on a plusieurs éléments communs, comme je l'ai expliqué la dernière fois, vous mettez on et vous exprimez la condition de jointure. D'accord? Dans le cas où il y a un seul élément commun, vous passez par ce qu'on appelle un using. Using, et vous mettez, voilà, et va utiliser par exemple le numéro titulaire. Dans ce cas-là, on doit avoir le même nom, la colonne commune, il doit porter le même nom dans les deux tables. Donc comme ça, si vous mettez using numéro titulaire, automatiquement, il va se référer à numéro titulaire et faire les correspondances, égalité, etc. D'accord?
Donc, il comprend qu'il s'agit d'une jointure, d'une équijointure, en passant par usine, et il va comprendre qu'il s'agit d'une équijointure, et les deux tables comportent une seule colonne commune. Donc, comme ça, il ne va pas se perdre. Automatiquement, il va utiliser la colonne commune. C'est clair pour tout le monde? Mais bon, dans un premier niveau, donc on va comprendre que pour faire une jointure, il suffit d'ajouter la condition de jointure dans le select, et automatiquement, le système, comme je l'ai expliqué la dernière fois, quand vous donnez une liste de tables, donc la première solution pour lui, c'est qu'elle doit passer par un produit cartésien. D'accord? Mais elle ne va pas rapidement se précipiter et calculer le produit cartésien après, elle essaiera de faire la sélection. Mais avant de procéder à un produit cartésien, il va essayer de chercher les éléments qui indiquent qu'il s'agit d'une jointure. Par exemple, une condition de jointure. Par exemple, il va chercher dans le where, est-ce qu'il peut y avoir une condition de jointure. Dès qu'elle trouve une condition de jointure, automatiquement, il ne passe pas par le produit cartésien. C'est-à-dire, il va essayer de faire la correspondance en scannant, c'est-à-dire en scannant, il va prendre le premier nuplé, il va le correspondre à tous les autres nuplés de la deuxième table. Et le nuplé qui réalise la condition de jointure, c'est le nuplé qui sera sélectionné. C'est-à-dire qu'il ne va pas effectuer le produit cartésien et après il fait la sélection, etc. Non, elle va en même temps parcourir les deux tables et elle va essayer de retrouver les éléments qui portent une compatibilité, qui portent une logique. C'est clair pour tout le monde? Là, sinon, les systèmes que vous voyez dans différents établissements, etc., s'ils passaient par des produits cartésiens, alors là, ils vont consommer plus de temps. C'est-à-dire que le système sera très, très, très lent et vous aurez des réponses. Il faut attendre, par exemple, 1 minute, 3 minutes pour avoir une réponse, etc. D'accord? Alors, si vous voyez, par exemple, un système qui tarde, automatiquement, vous pensez peut-être il s'agit d'un produit cartésien ou d'une requête mal programmée, etc. C'est clair pour tout le monde? Donc là, très simple, on fait les correspondances, donc il faut bien mémoriser ça. Dans le select, on met tout ce qu'on a pu trouver dans la projection. Dans le from, toute indication d'une source de données. Donc une jointure, un produit cartésien, une union, une intersection, une différence. D'accord? Et dans le where, bien sûr, toute condition doit être mise dans le where. Donc, on a toutes les sélections, ou là, une condition de jointure, par exemple, etc. Donc, on les met plutôt dans le where. C'est clair pour tout le monde? D'accord? Maintenant, vous êtes capable de traduire ce que vous avez trouvé en algèbre relationnelle, justement, bien sûr, en langage SQL. Donc, c'est le premier élément du langage SQL, c'est-à-dire la brique. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il faut faire la distinction entre SQL et les autres langages. SQL, elle utilise un ordre. Donc là, le select from where constitue tout un ordre. On ne parle plus d'instruction SQL, mais on parle d'un ordre SQL. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, cette forme d'interrogation, alors la brique, alors là, j'ai mentionné la brique élémentaire, peut-être parmi vous qui n'ont pas fait attention, je dis brique élémentaire parce que ça constitue, donc comme dans la construction, une brique, elle est très élémentaire, donc c'est la base. C'est-à-dire, mettez brique à côté d'une autre brique, ça vous permet d'avoir, par exemple, un mur. Donc la construction, j'ai mentionné le mot brique exprès pour dire que ça permet la construction de toute la requête. C'est-à-dire, c'est le premier élément, l'élément de base qui va permettre, c'est-à-dire n'importe quelle requête SQL qu'on utilise pour l'extraction ou la consultation, automatiquement, elle va contenir soit une brique, soit 2 briques, soit 3 briques, soit un ensemble de briques, etc. D'accord? Donc, c'est une brique élémentaire. Alors, la brique élémentaire select from where, c'est la base. Comme j'ai dit, utilisez juste select et le from, et vous pouvez récupérer tous les éléments. Par exemple, si je fais qu'une projection, une sélection, automatiquement, je peux récupérer des éléments juste avec le select et le from. D'accord? Le select et le from, il me permet de récupérer. C'est-à-dire le where, il est optionnel. Mais obligatoirement, je dois avoir un select et je dois avoir un from. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis entre crochets. Entre crochets, ça veut dire optionnel. Je peux l'ajouter et ça va me donner plus d'éléments et je peux ne pas l'utiliser et ça paraît normal.
Alors maintenant, on peut ajouter à cette brique élémentaire, c'est-à-dire on peut l'améliorer. Le résultat de la brique élémentaire, il peut être amélioré. Donc, le premier travail, maintenant l'ensemble des éléments que je vais récupérer, bien sûr, je peux, pour mieux l'exploiter, pour mieux retrouver un élément, je peux par exemple les trier, les classer. D'accord? Donc là, je vais ajouter un élément, order by. Donc order by, après avoir extrait les données, je vais les classer. Alors order by nécessite un critère. Le critère de classement. Maintenant, on dit 3 colonnes, 5 colonnes, etc. Mais est-ce que je vais classer suivant la première colonne, ou là suivant la deuxième, ou là suivant la troisième, ou là suivant la quatrième, etc. D'accord? Vous devez préciser quelle est la colonne qui sera utilisée comme critère de tri. Donc vous devez trier, mais il faut préciser la colonne. Donc là, ça peut être une colonne, comme ça peut être, alors je l'ai oublié de le mentionner, le select, je peux avoir une colonne, une liste de colonnes, ou là, une expression arithmétique de colonnes. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Par exemple, j'ai valeur 1 et valeur 2, par exemple, mais je vais faire apparaître une pondération entre valeur 1 et valeur 2. Donc, je vais mettre, par exemple, une constante alpha, ça c'est constant, valeur 1 plus constante bêta, valeur 2. D'accord? Alors là, la base de données, j'ai le prix hors taxe, mais je dois afficher le prix TTC. Le prix TTC n'existe pas dans ma base de données, mais je vais essayer de me baser sur le prix, c'est-à-dire le prix hors taxe, que multiplie 1 plus, par exemple, un taux, le taux de TVA ou le taux de... D'accord? Donc ça, c'est une expression arithmétique, c'est-à-dire je peux mentionner déjà dans le select, je peux faire ça. Dans le select, je peux mentionner justement une formule ou là, une expression arithmétique. Donc, la colonne que j'ai, c'est HTC, mais je vais l'introduire à travers une expression arithmétique. La même chose, cette expression arithmétique, je peux aussi l'utiliser au niveau critère. Par exemple, au lieu de raisonner par exemple sur le salaire, je vais raisonner sur le salaire plus la commission, par exemple. Et là, j'ai une colonne commission et j'ai une colonne salaire. Mais je dois raisonner sur un salaire qui est le total, c'est-à-dire un salaire qui contient le salaire et la commission. Est-ce que c'est clair? Alors là, elle va me classer. Donc ça dépend du type. Si vous avez par exemple des types numériques, donc il va classer normalement du plus petit au plus grand, la plus petite valeur aux plus grande valeur. S'il s'agit justement des alphanumériques, donc petit a jusqu'à petit z, et puis il sera suivi du grand A jusqu'à grand Z. D'accord? Donc là, c'est les critères justement de classement. D'accord? Et là, on peut préciser, donc là, c'est un mot-clé, préciser est-ce que c'est ascendant ou descendant. D'accord? Donc, normalement, par défaut, si vous ne précisez rien, par défaut, c'est ascendant. Si vous voulez un ordre inverse, bien sûr, vous devez préciser qu'il s'agit d'un ordre descendant. Donc, le mot-clé, et ça vous permet de changer, justement, l'ordre de tri. Est-ce que c'est un tri ascendant? Est-ce que c'est un tri descendant? Alors, bien sûr, parfois, on a des éléments qui sont égaux. Alors, si on a des éléments qui sont égaux, bien sûr, on peut, par exemple, ajouter un autre critère. Alors, virgule, et vous devez mentionner un deuxième critère, ou là, au choix, c'est-à-dire, vous pouvez, c'est-à-dire là, si vous ne précisez pas, ou là, vous n'êtes pas intéressé à classer encore, alors automatiquement, le premier qui va apparaître dans l'extraction, c'est celui qui va être utilisé en premier, ainsi de suite. Mais si vous voulez encore affiner le classement, bien sûr, le premier critère, critère 1, virgule, critère 2, virgule, critère 3, ainsi de suite. Donc là, elle peut, c'est-à-dire, si le premier critère est égal, c'est-à-dire, il va classer suivant le premier critère. Si on a une égalité, c'est-à-dire 4 nuplés, 5 nuplés qui portent la même valeur, automatiquement, ces 4 nuplés, elle peut les classer suivant le critère 2. Si ces 4 nuplés, donc il y a encore 2 nuplés qui sont égaux, donc on peut utiliser critère 3 pour classer les 3 ou les 2 qui restent, etc. D'accord? Donc là, on peut avoir une
liste de critères sur la base desquels elle peut classer. Donc, il y a order by. Donc, toutes les possibilités de order by, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc là, vous devez mentionner un critère, une liste de critères, et après, donc, vous aurez un résultat classé. Parce que là, il ne faut pas oublier, on cherche toujours une récupération qui est exploitable. Donc, là, comme un mal ordonné, vous allez perdre du temps à retrouver les éléments. Mais si vous voulez aller rapidement vers l'élément que vous voulez, bien sûr, vous devez avoir un classement et rapidement, vous allez chercher l'élément qui vous intéresse. C'est clair pour tout le monde? D'accord. Donc ça, concernant l'ordre. Donc, order by, critère, premier critère, deuxième critère, ainsi de suite. Un autre point qui est aussi important, une autre possibilité, c'est concernant le groupage. Donc, il peut effectuer un groupage. Donc, niveau SQL. Donc, on peut ajouter un autre ordre, group by, qui va permettre justement d'effectuer un groupage. Alors, le groupage, c'est un groupage virtuel. C'est un groupage logique. Donc, il ne permet pas de grouper justement les éléments la table réelle ou la table physique qui existe dans la base de données, mais il permet juste d'effectuer un groupage. Par exemple, vous voulez grouper suivant les classes. Les étudiants, on a une base de données étudiants, mais on veut grouper les étudiants suivant les classes. Pourquoi on effectue les groupes? Donc, chaque fois qu'on effectue, qu'on ajoute une possibilité, c'est toujours pour exploiter ou pour mieux exploiter les données. Donc là, c'est très intéressant de grouper. Par exemple, si on veut effectuer des calculs à l'intérieur du bloc, donc l'extraction ou la consultation, le bloc qu'on extrait, un bloc de nuclé. Le bloc nuclé, il répond bien sûr au critère de la sélection, etc. Après, le bloc, je veux le répartir pour effectuer des calculs à l'intérieur. D'accord? Ou là, pour trouver des max min, etc. Tout ça, c'est des calculs, généralement. Et il y a ce qu'on appelle les fonctions de groupe. Donc, pour pouvoir effectuer des calculs de fonctions de groupe. Est-ce que c'est clair? Donc, le groupage, order by, il nécessite justement un critère sur lequel le système peut grouper. Donc, il existe critère 1, critère 2, critère 3. Donc, là, il va créer des groupes et des sous-groupes et des sous-sous-groupes, ainsi de suite. Donc, il a les critères, il va, encore une fois, avec les groupes, il va les répartir en groupes, etc. D'accord? Bon, ça ne nous intéresse pas beaucoup, parce que déjà, en effectuant les groupes, le premier groupe, un bloc, au début, sera groupé en plusieurs groupes. Déjà, c'est pas mal. Donc, déjà, c'est intéressant. Après, on peut appliquer des fonctions de groupe. Donc, je vais grouper, par exemple, un seul bloc, je vais le répartir en plusieurs groupes, et sur la base de chaque groupe, je vais effectuer un calcul, par exemple. D'accord. Donc, les fonctions de groupe, c'est des fonctions, bien sûr, statistiques. Généralement, c'est des fonctions statistiques. Il y a le count. Donc, le count, c'est une fonction qui permet justement de compter les colonnes. Il nous donne le nombre de colonnes. Et puis, il y a la somme qui permet de sommer, de donner la somme. Oui. Max, ok. Min. Average. Average, il calcule quoi? La moyenne, très bien. Quoi d'autre? Alors, vous remarquez que c'est des fonctions statistiques. Donc, il y a un paramètre aussi, ou une autre moyenne statistique qui est intéressante, qui exprime la dispersion autour de la moyenne. C'est? Oui. Donc, si vous avez une population, donc peut-être mais qui compte les éléments trop dispersés, donc est-ce que tu as la courbe normale? Donc, c'est les probabilités. Les données peuvent se trouver dans cette probabilité-là. Mais parfois, les éléments sont très centrés sur la moyenne. Les éléments qui sont autour de la moyenne. Donc, pour évaluer ça, donc on a une autre moyenne, qu'on appelle une moyenne de dispersion. Il y a les intervalles de confiance. OK. Mais il y a ce qu'on appelle l'écart type, ou l'écart type, il est déduit de la variance. D'accord?
Donc il y a la variance. Donc au niveau pour compléter un petit peu les statistiques d'IONA, donc il y a la variance. Donc on peut déduire l'écart type de la variance, donc une équation, la racine, etc., sur la population. Donc là, c'est des éléments statistiques. C'est-à-dire, en effectuant les groupages, on peut par exemple passer par un count. On a le count, on le met dans le select, et automatiquement, il va comptabiliser, il va nous donner un autre tableau qui contient chaque élément, le nombre de comptages, chaque élément, le nombre de comptages, ainsi de suite. D'accord? Ou là, il calcule la somme, ou là, max, min, ou là, etc. Par exemple, si on veut calculer, on a des employés qui appartiennent aux différents services, et on veut calculer pour chaque service la moyenne des salaires. Donc là, on passe par des groupages, c'est-à-dire grouper suivant les services, et calculer la moyenne de chaque service. On a retenu le résultat final, le tableau final, fait chaque service, la moyenne des salaires fait le service. Donc ça, c'est des calculs, c'est-à-dire chaque fois qu'on est en train de faire le groupage, automatiquement. Alors maintenant, est-ce que c'est obligatoire de passer par un group by pour pouvoir effectuer ça? Qui peut me répondre? Est-ce que c'est nécessaire de passer par un groupage, c'est-à-dire est-ce que c'est nécessaire d'ajouter group by pour pouvoir utiliser les fonctions? Non. Pourquoi? La complexité. Complexité, c'est la complexité, mais ça. Pourquoi on peut appliquer les fonctions de groupe, même si on n'a pas un groupe? Là, on n'a pas de groupage. Là, la question, c'est des fonctions de groupe. Elles s'appliquent sur des groupes. C'est-à-dire, on a un groupe, on effectue un calcul. D'accord? Alors, ce que je viens de dire, c'est que, sans passer par le group by, c'est-à-dire, je ne vais pas effectuer des groupages, mais je peux appliquer ça. Vos amis ont dit oui. D'accord? Tu t'es pris volontaire pour expliquer. D'accord? Alors, les autres, quelle est leur explication du fait que ces fonctions peuvent être appliquées sans passer par un group by? Ça dépend du résultat de la sélection. Zid, encore. Explique, encore. Une requête simple à partir? Oui, c'est des requêtes simples. On ne complique rien. Non. Non, je vais utiliser un select from where et un count, par exemple, je vais compter les éléments que je viens de récupérer. Sans problème, elle va me donner, voilà, tata. Donc ça confirme ce que vous avez dit, c'est-à-dire, il peut donner un résultat, même si on n'a pas un group by. On n'a pas effectué de groupage. Mais pourquoi? Quelle est la raison? Une seule? Parce qu'on a un seul? Une seule table, un seul groupe. Alors, même si on ne passe pas par le groupage, déjà, ce qu'on vient de récupérer, c'est un bloc, ça constitue un groupe. Donc déjà, c'est un groupe. Non. Quelle que soit la fonction qu'on applique. Quelle que soit la fonction qu'on applique, ce qu'on récupère, c'est un groupe. En lui seul, c'est un groupe. Si on ajoute un group by, voilà, on va effectuer un sous-groupage. Mais ce qu'on récupère, c'est un groupe. Donc c'est tout à fait normal. Si on applique les fonctions de groupe, elles peuvent donner un résultat. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Donc ça, c'est les fonctions de groupe, les groupes by, etc. Alors, au niveau du cours, donc je m'arrête au niveau là, pour pouvoir effectuer les différents exercices. Donc, j'ai programmé juste d'avancer un petit peu dans le cours pour donner les éléments, pour vous donner aussi une initiation à SQL. Donc, on va continuer après.